Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mes Amis. Vous êtes-vous déjà surpris à être complètement émerveillé devant l'œuvre d'un souffleur de verre? Ce métier qui existe depuis plusieurs décennies a le tour de capter notre attention et de nous fasciner. Pour mieux comprendre en quoi il consiste, je m'entretiens avec Catherine Labonté, verrier depuis 20 ans. Parce que nous sommes toujours en pandémie, elle nous rejoint par vidéoconférence. Je suis vraiment contente qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est un métier que je trouve qui est quand même peu connu, qu'on entend peu souvent parler, mais en même temps, c'est fascinant. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petite, je regardais ça, puis on dirait que c'est toujours un peu comme si c'est de la magie qui se produit. À quel moment tu es arrivée à te dire « Ah, ce métier-là, ça serait accessible ». Moi, c'est un peu par hasard que je suis tombée sur le verre, là. Moi, je savais que je voulais travailler dans le domaine des arts depuis toute petite. Et puis, même ma tante le disait l'autre jour quand elle passait à l'atelier, puis j'avais des portes ouvertes, que j'étais tout le temps en train de dessiner, en train de peindre. Ou... En tout cas, ça faisait partie vraiment de moi. Et puis ensuite, j'ai étudié, tu sais, j'ai fait mon secondaire, puis moi, je voulais devenir graphiste. Fait que je me suis inscrite, par exemple, en arts plastiques, parce que graphiste, c'était très contingenté. Puis moi, j'ai eu un parcours scolaire qui faisait que j'avais un peu de difficulté là, à l'école. Donc, je me suis inscrite en arts plastiques. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis j'ai pu voir mes amis qui, eux, étaient inscrits au programme de graphiste. J'aimais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient la plupart du temps devant un ordinateur. Puis moi, c'était vraiment plus concret. Je voulais faire de la planche à dessin. Peut-être plus une artiste, justement, qui aimait toucher la matière. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'inscrivait à la fin de ma formation de 2 ans en arts plastiques dans le programme de métier d'art option vert. Puis moi, je savais pas en quoi m'inscrire, fait que je me suis inscrite là-dedans. Fait que c'est vraiment un hasard. Puis j'ai commencé ma première année, puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, là. Tout ce qui tournait autour, le fait qu'on devait voyager pour présenter nos créations, le fait qu'on travaillait directement avec la matière. Tu sais, si j'aurais pu devenir céramiste, je pense, si j'étais tombée sur... quelqu'un m'avait dit, je m'inscris en céramique, mais voilà, je me suis inscrite dans le programme de verre. Donc, c'est un peu un hasard, mais c'est vraiment devenu une passion, là, rapidement. Là. J'ai trouvé ma place. Je suis arrivée là la première année, puis je me suis dit, moi, je vais être assistante de cours, je vais pas partir d'ici. Puis le fait que ce soit une petite communauté aussi, c'est pas beaucoup de monde, ça a fait que ça a vraiment poussé mon envie de devenir verrier, là, artiste verrier. Est-ce que les gens autour de toi t'ont trouvée rêveuse? Ben en fait, mes parents, tu sais, savaient déjà que je m'inscrivais en arts plastiques. Donc, c'était une première chose. Je me suis inscrite en arts plastiques. Mais là, mon père se disait, bon, elle va devenir, mettons, prof d'arts plastiques. Puis là, je dis, je m'inscris en verre. Puis là, il était un peu plus, tu sais, c'était un peu plus du doute pour eux, mais il a un peu, tu sais, il s'est informé, il a regardé, puis il y avait beaucoup dans les cours, il y a toute la partie gestion d'entreprise. Puis mon père était très impliqué dans les CEDEC à Montréal, tout ça, donc dans le développement de la ville de Montréal. Et puis, il savait qu'il y avait beaucoup de soutien pour les petites entreprises, puis il se disait, ben, elle deviendra entrepreneur. Tu sais, il me voyait bien là-dedans, fait qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Il y a eu un petit questionnement, mais quand ils ont vu à quel point j'aimais ça, puis c'est ça. Puis je pense qu'ils étaient très ouverts. J'ai des parents très ouverts qui connaissaient bien leur fille. Puis aujourd'hui, est-ce que ça arrive des fois que vous en parlez, leurs craintes du début? On en a parlé tout au cours, dans le fond, de ma carrière, là, beaucoup. Là. Tu sais, mon père, c'est souvent ça qu'il me disait. Il dit, je me suis informée avant de juste te dire que c'était pas la bonne chose à faire. Là, tu sais. C'était pas étonnant pour lui que j'aille dans un domaine artistique, on s'entend. Aujourd'hui, tu sais, c'est sûr qu'ils sont très fiers. Là. Puis surtout avec l'ouverture de l'atelier plus récemment, là, c'est comme une concrétisation. Mais C'est oui, quoi l'implication de ton père là-dedans? mon père se fait beaucoup, il m'a beaucoup aidé dans toutes les demandes de subventions. C'est quelqu'un qui m'aidait dans tout le plan stratégique de l'entreprise. C'est comme un bon soutien, puis c'est un conseiller. Puis encore aujourd'hui, il fait un peu moins de choses parce que de plus en plus, j'essaie de déléguer à d'autres, mais ça a été comme un soutien. Puis je ne sais pas, ça fait combien d'années. Là, dès qu'il a pris sa retraite, dans le fond, il m'a aidé à faire mes rapports de taxes au début, un peu plus de soutien à la comptabilité ou quand je suis devenue maman, ben, il s'occupait d'aller faire tous les dépôts, il continuait de faire les rapports. Tu sais, j'ai des emprunts puis tout ça pour l'entreprise. Puis c'est beaucoup avec lui que je monte les dossiers. Là. C'est vraiment parce que ça faisait partie, dans le fond, de ce qu'il faisait dans la vie, mais maintenant, il le fait pour sa fille. C'est souvent fait demander pour d'autres entrepreneurs, puis sa réponse, c'est toujours je le fais pour ma fille, mais pas pour d'autres. Est-ce que être verrier, il y a 20 ans, c'était plus simple qu'aujourd'hui?
C'était, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était juste avant le 11 septembre 2001. Fait que je me suis inscrite en 99. J'ai connu puis j'ai visité des salons qui étaient prospères, complètement prospères. Des enseignants à l'école qui quittaient leur emploi parce que leur carrière allait très, très bien. Fait que j'ai connu comme le pré-11 septembre. Au niveau de l'économie, là, ça a été comme c'était énorme ce qui se passait là, quand moi je suis entrée. Il y avait plein de possibilités, puis j'ai connu à peu près comme là, je suis comme dans ma deuxième crise, dans le fond, en ce moment. Fait que je dirais que quand j'ai commencé, moi, c'était extraordinaire. Là. Même juste après, les années qui ont suivi 2001, il y a quand même eu des très, très bonnes années dans les salons. Fait que j'ai pas pu commencer ma carrière. J'ai comme commencé ma carrière dans une récession. Mais il y avait quand même le modèle de la réussite qui était très présent. Oui. J'imagine que ça l'aide, ça, de voir des profs qui quittent leur emploi. Tu te dis, il y a de l'avenir. Je vais trouver ma place, moi aussi. Il y a de l'avenir, il y avait des ateliers qui ouvraient. J'ai vu les ateliers ouvrir, j'ai vu des ateliers être très prospères, j'ai vu des ateliers fermés. J'ai vu, c'est ça, en 20 ans, on voit quand même beaucoup de choses là, qui arrivent, mais c'est ça. Tu te spécialises dans les animaux en verre. Comment cette envie t'est venue? En fait, au tout début, je faisais que des chats. Hein? Okay. Puis c'est le nom de mon entreprise, c'est aussi pour ça. Puis tout le monde m'appelait Cat tout le temps parce que j'étais comme la folle au chat du verre, là, un peu. Là. Donc, c'est ça. J'avais une grande passion. Tous mes dessins, à l'origine, c'était des chats. Le premier personnage de bande dessinée que j'ai recopié étant petite, c'était Garfield. J'ai conservé toutes ces BD parce que pour moi, c'est comme une référence un peu. Donc, c'est sûr que je faisais que des chats à l'origine. Puis un jour, il y a un prof qui m'a dit « Tu vas faire autre chose. » C'est ça. Puis c'est sûr qu'éventuellement, je me suis mis à faire des chiens. Puis, à un moment donné, la demande a été aussi, c'est aussi la clientèle. Quand on fait ce métier-là, il faut aussi écouter les gens. Puis, j'avais de plus en plus de demandes. Bon, c'est quoi le prochain animal que tu vas sortir? Puis là, je me suis mis à... c'est quand même tous mes dessins, puis c'est tous mes designs. Mais je suis partie vraiment à l'origine du chat. Tout le design part de ça. Mais j'ai un plaisir fou en ce moment à toujours créer le nouvel animal. Là. C'est ça, c'est à chaque année, là, je ne sais pas cette année ce que je vais faire, mais à chaque année, c'est comme OK. Puis un jour, je me dis, il n'y aura plus assez d'animaux, mais il y en a quand même beaucoup. Comment tu fais pour conserver cette passion de toujours vouloir créer des animaux? Bien, moi, c'est la personnalité de chacun. C'est le regard que j'ai dans chacun des animaux qui me passionne. T'sais. Moi, je connais bien le défi technique que c'est de faire ces animaux-là. Fait que, mettons, commencer à faire des verres ou faire des bols, bien, ça serait comme s'en aller dans une avenue qui me prendrait beaucoup de temps puis qui serait coûteuse. Quand je reste dans le créneau des animaux, bien, je reste dans un espace confortable, en fait, pour moi aussi. Puis, ben, c'est ce qui me fait plaisir, moi, c'est d'ouvrir mon four puis de voir la petite bête de chacun des animaux. Là. C'est ça vraiment qui me rend heureuse. Là, moi, je vois mon chat à travers tous les chats que je fais. Là, ah, ça, c'est mon chat. Ah, ça, c'est mon chat. Ah, celui-là, c'est mon chat. Le chat est toujours présent. Le Garfield, ça a été marquant, là. Oui, mais c'est aussi moi, j'observe beaucoup les animaux dans la nature aussi. Là, donc, j'essaie de reproduire un peu le regard. Puis c'est ce que les gens me disent souvent quand ils achètent les pièces, c'est que c'est vraiment quelque chose qui les rend heureux. Fait que si moi, ça fonctionne avec moi, je me dis que ça va fonctionner avec d'autres. En effet, c'est fort possible. Puis c'est vrai que quand on les regarde, c'est joyeux, ils sont tout enjoués. Oui, puis en vrai, c'est encore mieux. Souvent, les gens me disent en photo, c'est quelque chose, mais qu'ils comprennent mieux ce que c'est en les voyant face à face. Là. Ça prend combien de temps créer une pièce? Moi, j'aime bien répondre que ça prend 20 ans d'expérience. Parce que faire du verre soufflé, c'est très coûteux. Donc, il faut être très rapide. J'aime souvent pas dire combien de temps ça prend parce qu'il faut que je fasse exemple. Je vais vous donner plus un exemple en termes de journée. Pour faire les mini-chats qui sont les plus petits, il faut que j'en fasse 150 dans une journée pour que ça soit rentable. Wow. Donc, les dépenses sont énormes. Donc, disons que je fais environ entre 15 et 20 pièces par jour dans les pièces soufflées, puis 150 dans les mini. Donc, c'est le rythme puis même pour obtenir ce rythme-là, puis la symbiose entre l'assistant, parce qu'on travaille toujours à deux, ça prend même du temps. Fait que dès qu'on change d'employé, bien, on a une petite perte de temps, mais ça se compte en secondes, ça se compte en... Quand on peut sauver 5 secondes, c'est 5 secondes sur 20 pièces. Ça finit par être une minute, ça finit par peut-être être une pièce de plus. C'est de la façon dont il faut le voir. Puis pour arriver à ça, ça prend beaucoup d'années d'expérience. Mais c'est quand même impressionnant. J'aurais pas cru qu'il fallait en faire autant. Je croyais qu'on pouvait juste décider d'en faire juste une, mais dans le fond, c'est-tu parce qu'on mélange tous les produits pour faire le verre, puis on doit utiliser cette quantité-là un certain nombre de temps? Non, en fait, c'est qu'on travaille toujours une période, c'est 6 heures lorsqu'on travaille dans une journée.
Puis, il faut allumer un four de réchaud qui prend un certain temps à monter puis qui consomme de l'énergie. Si je l'allume puis que je travaille pour une seule pièce, bien, ça m'a coûté trop cher pour faire une seule pièce. Puis quand je fais rentrer quelqu'un pour travailler, bien, je le fais travailler pendant 6 heures. Donc, quand je travaille une journée, je ne peux pas dire je vais enregistrer un podcast aujourd'hui et souffler du verre cet après-midi. Je ne peux pas faire ça. OK, Il faut vraiment que je me concentre. Puis les journées, entre autres, où je fais du verre soufflé, bien, je ne peux pas répondre au téléphone, je ne peux pas répondre à mes courriels. Donc, c'est vraiment... puis c'est très focus. On ne fait pas autre chose, on ne regarde pas ailleurs. Si quelqu'un vient me parler en arrière, je ne le regarde pas. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui prend toute ton attention et tout ton temps. Il n'y a pas possibilité de vraiment être ailleurs dans ce moment. Pas possibilité d'être ailleurs parce qu'il y a un danger, parce que c'est de la rapidité à laquelle il faut travailler parce que le verre est refroidi? Bien, le verre refroidit très rapidement. Ça, c'est une des choses. Aussi, le verre, c'est un peu comme du miel. Donc, si tu as déjà pris du miel dans un pot et que tu essaies d'en prendre une grande quantité, il faut que tu tournes. Si tu arrêtes de tourner, ça coule. C'est la même chose. Donc, si j'arrête de regarder ma matière, ben je ne sais pas comment elle... Tu sais, c'est la gravité, hein? Donc, tout bouge tout le temps. On doit avoir une attention là, vraiment qui est 100% sur la pièce, tout le temps. C'est souvent ça qui impressionne les gens quand ils viennent voir. Là. Ben oui, c'est sûr. J'aurais jamais pensé ça. Puis pourquoi juste 6 heures par jour? Pourquoi ça peut pas être plus que ça? Bien, ça peut être plus que ça. C'est juste que c'est une limite qu'on se donne. Là. Ça donne comme... tu sais, on commence... il faut aussi placer l'atelier. Les gens ne considèrent pas souvent que moi, quand, mettons, je commence à 9 h, bien, il faut que j'arrive vers 7h30, 8 h à l'atelier pour partir tous les équipements pour qu'ils soient chauds parce qu'ils prennent un certain temps à monter. Préparer la couleur, préparer ma journée, savoir quel produit je vais faire. Donc, tout ça, ça me prend de 1 heure à 1h30 en arrivant. Puis après ça, j'ai comme 30 minutes, une demi-heure juste de ménage pour replacer les outils parce que quand on se place, les outils ne sont pas toujours tous placés de la façon dont on va faire les pièces. Donc, il y a toute une préparation avant et après aussi que les gens ne voient pas parce que c'est magique, tous les outils sont là quand on arrive. Quand on voit une vidéo, bien, tout est déjà prêt, mais il y a toute une préparation à faire aussi. Donc, beaucoup d'organisation. Il faut être très organisé pour faire ça, surtout même pour gérer l'entreprise. On ne peut pas arriver un matin et dire « Ah, je ne sais pas ce que je vais faire ce matin ». Il faut savoir où on s'en va parce que c'est aussi plus efficace. Si on parle au niveau plus technique, comment arrives-tu à conceptualiser dans ta tête la façon dont tu vas t'y prendre pour former ce petit animal? Donc, quand je fais un nouveau produit, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir comme un dessin, une idée. Moi, je connais déjà, j'ai déjà mes techniques mettons, les pattes d'éléphant, c'est pas la même chose qu'une patte de lapin ou une patte de chat. Donc, quand je crée un nouvel animal, bien, j'essaie de penser au truc qui se ressemble le plus. Bon, bien, ça pourrait être un bec de hibou ou des exemples comme ça. Fait que quand je fais une nouvelle pièce, bien, je commence par essayer de souffler le corps, puis là, je vais essayer d'ajouter les pattes. Puis souvent, ce que je vais faire, je vais passer seulement, mettons, 2 heures dans ma journée à faire des prototypes. Là, je vais regarder. Souvent aussi, il y a tout le ballon de la pièce. Tu sais, quand je la détache, il ne faut pas qu'elle tombe par en avant. Exemple, les éléphants, ça a été un bon défi parce que tous les éléphants, la trompe était très lourde avec les oreilles et tout. Puis là, il a fallu que j'allonge les pattes en avant pour éviter que la pièce tombe en pleine face tout le temps. Donc, c'est des choses qu'il faut considérer. Donc, ce que je vais faire, souvent, je vais travailler 2 heures. Je vais mettre les pièces parce que les pièces doivent être au recuit. Donc, ça prend un certain temps. C'est juste le lendemain que je peux les voir. Puis là, je vais les regarder. Puis à partir de là, bien, je vais dire, OK, je recommence, je modifie ça. Puis là, je vais retravailler 2 heures. Fait que souvent, ça se passe sur plusieurs journées de travail, dans le fond. Puis je vais passer les 4 autres, mettons, heures de ma journée à faire la production régulière. Comme ça, ça reste comme rentable. Puis ça fait évoluer le produit. Puis une fois que le produit fonctionne bien, bien là, je vais pouvoir prendre des photos puis le présenter au client. Mais ça se passe vraiment, c'est un procédé, il faut vraiment les faire, les regarder. Fait que, tu sais, quand on regarde, mettons, l'émission Blown Away où ils font des pièces en 6 heures puis c'est terminé, pour moi, c'est comme, c'est de la télé, puis les gens n'ont pas le choix de faire ça, mais pour moi, ça serait difficile de dire je fais quelque chose. C'est pour ça, entre autres, que moi, je ne veux pas y participer. Mais tu as quand même participé à une émission à tous les ans au Corning Museum of Glass. Oui, ça, c'est pas une émission, en fait. On fait comme un live stream à chaque année. On l'a fait l'année passée à partir de Montréal, mais malheureusement, on a eu des problèmes de connexion. Mais je le fais à chaque année, je vais dans leur atelier. C'est un atelier qui est comme ouvert au public, puis là, c'est filmé, puis c'est en live, puis on peut voir maintenant sur YouTube ces présentations-là. Mais quand je le fais, par exemple, c'est préparé d'avance, vraiment. Tu sais, c'est pas, on me dit pas le jour même, tu vas faire un animal et voici, fais-le. Puis là, c'est que ça serait vraiment comme, j'arriverais pas à le faire immédiatement. C'est quelque chose qu'on souvent on a pratiqué
2, 3 fois en atelier. C'est une prestation comme un show rock, là, je te dirais. Là. OK. C'est vraiment de la même façon qu'on se prépare. Le dessin est fait, le musée est au courant, c'est la sortie du produit. Puis tu vois, cette année, là, si tout va bien, on devrait pouvoir y aller au mois d'octobre. Ah bon, ben c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vraiment une des choses, une des belles opportunités que j'ai eues dans ma carrière, de faire ça avec eux. La manipulation de la couleur, quand on regarde ça, ça semble être un peu aléatoire. Est-ce possible d'être aussi précis que lorsqu'on fait de la peinture? On peut être très précis avec la couleur, ça dépend de ce qu'on fait. Dans les produits comme mes produits, comme les mini-chats, on utilise des poudres puis des grains. Puis là, on sait que, mais j'ai des couleurs très spécifiques, donc ça va toujours être des spirales. Puis on est capable de le recréer tout le temps. Exemple, dans les pingouins qui sont noirs et blancs, bien, on sait exactement où on veut placer la couleur. La couleur qu'on va avoir, qui nous autres, c'est en poudre ou en barre, bien, ça va donner des finis qui sont soit comme unis ou qui vont être comme un peu picotés. Puis les couleurs qu'on a à l'origine sont toujours les couleurs qu'on va avoir après. Mais ça, c'est un contrôle aussi technique, je te dirais. Là. Puis, au début, si on veut, exemple, quand on fait des boules de Noël, une première personne qui va essayer risque de mettre 2 couleurs, mettons, les bleus puis les jaunes, si on les met ensemble, ça donne des bruns. Mais il ne faut pas qu'ils se touchent. Ça peut être très beau ensemble, mais ils ne doivent pas se toucher parce ça fait du brun. Donc, c'est sûr que les premières fois, c'est difficile, tout se mélange, puis là, ça ne fonctionne pas. Mais une fois que c'est maîtrisé, on peut être très, très précis sur ce qu'on veut. Dans la boule de verre, ouais. C'est tout fait avec la couleur dans le verre ou il y a de la peinture qui est quand même rajoutée par après? Il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de peinture. Tout est... c'est ça, mais ça a toujours l'air plus compliqué, tout ce qui est dans les petits, là, les chiens, les mini-chats, les pingouins, ça a l'air plus compliqué à faire. Mais en fait, ce qui est le plus complexe, c'est toutes les couleurs unies. Parce que pour avoir la couleur de façon unie, c'est plus difficile. Mais ça a toujours l'air plus complexe sur les petits, mais c'est le contraire. Ben oui, parce qu'en fait, moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression que la seconde qu'on met la couleur, ouais. ça fait juste fondre. C'est comme si ça se dissipait. Mais on place vraiment la couleur, tu sais, c'est juste, elle tourne, mais on place la couleur vraiment. Puis moi, je sais que même, maintenant, pour mes mini-chats arc-en-ciel, mais je sais que si on commence pas avec le bleu, si on commence avec le vert, bien, il va être trop vert. Fait que je sais déjà qu'il faut, je connais l'ordre, mais c'est ça, c'est justement, c'est en ayant C'est là le 20 ans, là. C'est ça. Là, on sait comme l'ordre dans lequel il faut mettre la couleur pour que ça apparaisse bien. Puis, il ne faut pas que les couleurs se touchent. Donc, c'est ça. Puis après ça, c'est sûr qu'au début, si j'ai un nouvel assistant, bien là, les couleurs risquent d'être plus mélangées parce qu'il y a plus de difficultés à accueillir. C'est juste pas assez froid, mais on parle de centièmes de seconde, là, des fois. Là. Puis tout ça, il n'y a pas de minuteur, il n'y a rien. C'est juste, comment expliquer? C'est juste l'expérience puis du visuel là, qui nous permet de le savoir. Si je comprends bien aussi, c'est possible de faire des reproductions. Bien, on peut reproduire la même pièce plusieurs fois. Ils sont semblables, ils ne sont pas identiques. Ils ne sont jamais identiques. OK. Ils vont être jamais, même si tous mes chats, si on les met, tous mes chiens, si on les met à côté, ils se ressemblent, mais ils sont tous différents. Okay. Parce qu'il n'y a pas de moule, il n'y a pas de machine, il n'y a pas... C'est mes mains. Puis ça, c'est... Tu sais, le verre, ça bouge, là. Donc, tu sais, quand je fais une pâte, elle n'est pas stable, là, puis je dois juste la contrôler pendant qu'elle bouge. Donc, c'est sûr que ça ne sera jamais identique, mais c'est toujours assez semblable. Quand on fait du fer, il faut souffler, bien évidemment. C'est ça le concept. Est-ce que ça demande un entraînement physique au quotidien pour être capable? Est-ce que ça demande un souffle puissant comme d'un coup ou c'est plutôt sur une longue durée? En fait, il y a une première bulle qui rentre dedans parce que c'est souvent ça. Là, il faut, dans la couleur, il faut mettre une bulle. Celle-là va demander plus de pression, mais il faut être capable de trapper l'air dans la canne. Fait que ça, il faut mettre l'air dans la canne puis il faut l'empêcher de sortir avec son pouce. Il faut juste être capable de remplir. Si vous essayez dans une paille, là, si quelqu'un essaie dans une paille, bien, souvent, il faut voir pour que l'air ne sorte pas par le pouce, mais elle sorte de l'autre côté. Fait que c'est une première chose. Il faut mettre quand même beaucoup d'air, mais ce n'est pas très complexe. Ça ne demande pas un entraînement. Puis après ça, il faut être assez délicat. Il faut savoir souffler fort au bon moment. Plus c'est chaud, si on souffle fort, bien, on n'a plus rien. Là. Ça ne fonctionne pas. Il faut savoir doser. Puis ça, c'est l'expérience qui permet de le faire. Là. Les assistants, souvent, on débute, puis là, des fois, ils n'osent pas souffler assez fort, justement, parce que puis là, on s'ajuste, dans le fond, en travaillant ensemble. Puis c'est comme ça qu'on trouve notre juste milieu. Mais ça ne prend pas un entraînement, ça prend pas... Il ne faut pas que j'aille courir... ça prend pas... Il y a des grands fumeurs qui sont des souffleurs de verre. Là. Les Italiens, à l'origine, ça fumait, ça buvait, puis ça souffle du verre. C'est pareil, il n'y a pas de problème. Ils font de l'embonpoint, puis ils soufflent du verre quand même. Il n'y a pas de problème. C'est quoi les risques de ce métier? Parce que ça a quand même l'air dangereux quand on regarde ça.
Moi, je me brûle plus souvent, là, je vais me brûler plus souvent dans ma cuisine que je le fais dans l'atelier. Dernièrement, je me suis brûlée dans l'atelier, mais c'est rare. C'est très, très rare. Fait que les dangers de brûlure, je te dirais, c'est ce qui arrive le plus souvent, là. Puis sinon, ben, c'est tous les problèmes de dos, de cou, d'épaule, problèmes de tunnel carpien qui arrivent beaucoup. C'est tout ce qui est musculaire, là, parce qu'on est vraiment debout pendant une longue période de temps. Puis c'est des mouvements répétitifs, hein. Donc, on voit beaucoup d'ostéopathes, là, puis de massothérapeutes, là, les verriers en général, mais faire du yoga, faire des étirements, ça fait partie des choses qu'il faut faire parce que notre meilleur outil, c'est notre corps. Est-ce qu'avec la pandémie, c'est quelque chose que vous avez dû vous réajuster? Est-ce que vous soufflez tous dans la même canne? Bien, on a réajusté quand même plusieurs choses. Là. Entre autres, il faut porter des masques. Quand il fait chaud, c'est moins agréable. Là. Moi, j'ai changé dans ma production. Tu sais, déjà, moi, je faisais beaucoup... En fait, quand je suis au banc, c'est quelqu'un d'autre qui souffle. Fait que là, au début, mettons, je pouvais trapper la couleur, mais encore là, ça, c'était mes assistants. Puis j'avais des parties où moi, je ressoufflais ma pièce. Bien là, en ce moment, je fais souffler que mon assistant. Donc, moi, en ce moment, je ne mets pas d'air dans mes pièces. Fait que c'est tout l'air de mes assistants. Fait que j'ai beaucoup changé ça dans ma production. Habituellement, il y a certains moments où je soufflais dans des moules. Ben là, on échange les rôles parce que moi, c'est souvent la manipulation de la pièce, mais je mets plus ma bouche pour pas qu'il y ait deux personnes qui souffrent. Ou sinon, il faudrait désinfecter à chaque fois. On n'a pas vraiment le temps, c'est pas pratique, c'est ça. Mais dans certaines productions, il y a des gens qui utilisent, il y a des sortes de pailles que tu peux utiliser là, qui se mettent au bout de la canne puis que tu mets autour de ton cou. Donc, tu peux tenir ta canne puis souffler en même temps. Dans les tout débuts de la pandémie, on se disait, mais comment on va faire pour recommencer à travailler? Fait que ça a été un grand défi parce qu'on était en contact très proche. Mais je pourrais dire que dans tous les ateliers de verrier, depuis le début de la pandémie, il n'y a eu aucun cas. Donc, puis on travaille très, très à proximité. Là. On partage, on ne peut pas avoir une distance de 2 mètres, jamais. On est toujours plus proche, il faut s'échanger la canne, on touche les mêmes outils. Mais bon, on est très chanceux, on va toujours toucher du bois, il n'y a pas eu de cas. On sait que présentement, avec la pandémie, il y a une pénurie de matériaux de construction. Est-ce que tu la vis, cette pénurie? Bien, moi, j'avais commandé mon verre parce que c'est une fois par année. Fait que je l'ai commandé au mois de août. Puis tu vois, c'est un mois d'août 2020. Puis ça fonctionnait bien. Il y a eu plus des délais, je dirais, parce qu'il y avait moins de personnel. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, qui se sont mis à commander des fournaises. C'est tout dans les fournitures. Moi, j'avais tout commandé pré-pandémie parce que le projet était en cours. Fait qu'il y a eu des retards, beaucoup dans les entreprises, je dirais, mais pas la matière verte. Pour l'installation, j'ai eu des petits problèmes de matériaux pour le bois juste pour m'installer. Ça a été une des choses, là. Tu vends surtout aux États-Unis. Oui. Pourquoi cet engouement là-bas pour le verre soufflé? Je pense qu'il y a une meilleure culture, dans le fond, du métier de verrier aux États-Unis. C'est quelque chose de vraiment plus connu. Souvent, les gens vont arriver devant mes pièces, ils vont les trouver chères. Puis aux États-Unis, ils vont les trouver pas chères. Ah, Donc, OK. ouais, fait que c'est peut-être une perception au niveau de la pièce, au niveau de la qualité qui est différente. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amoureux des animaux qui sont prêts à dépenser aux États-Unis, peut-être même plus qu'au Canada ou au Québec. Mais il y a beaucoup plus de boutiques qui sont axées sur les métiers comme de verrier. Puis c'est quelque chose de vraiment plus connu. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai une plus grande popularité, là, mais c'est vraiment... Puis en ce moment, les boutiques reprennent beaucoup aux États-Unis, donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment plus axé vers les États-Unis, mais j'ai des fans aux États-Unis qui me suivent. Peut-être aussi avec le musée, en fait aussi, ce qui fait que les gens me connaissent beaucoup. C'est quelque chose de très connu, le musée du verre de Corning. Donc, c'est sûr que les gens voient beaucoup mes pièces à travers ce musée-là qui est reconnu. Fait que c'est sûr que ça permet vraiment une meilleure visibilité. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait quelque chose comme ça ici au Canada? Ah, un musée comme ça, j'adorerais ça. Mais je vois pas, tu sais, c'est un musée qui est à moitié, qui est presque à 100% financé par le privé, qui est l'industrie, dans le fond. Tu sais, tous nos téléphones, dans le fond, tous les verres de nos téléphones sont fabriqués là-bas. Donc, ça donne une idée un peu du budget qui se retrouve là-bas pour financer le musée, pour toute la partie artistique. Mais c'est un lieu incroyable, là, le musée du verre de Corning, autant au niveau des formations. C'est vraiment un lieu assez extraordinaire. S'il y en avait un ici, ce serait extraordinaire, mais je ne sais pas si ça pourrait exister. Je pense. Peut-être pas encore réaliste. C'est pas très réaliste pour l'instant. Ça serait extraordinaire, mais on a déjà des beaux centres verriers au Canada, mais c'est plus comme, c'est ça, c'est espace vert, la formation aussi à Sheridan College, c'est un lieu qui est intéressant, mais
les grands ateliers de verre comme ça. Puis c'est reconnu mondialement aussi, le Corning Museum of Glass. Donc, c'est ça. Ça serait extraordinaire. Avoir des formations comme ça tout le temps, là, wow! J'aimerais ça. Sachant comment le réseautage est important, en déménageant à Bedford, est-ce qu'il y a eu cette crainte de ne plus avoir le support des autres artisans et de ne plus pouvoir faire autant de réseautage? Moi, j'avais pas trop peur parce que principalement, je vends, justement, je vends à des boutiques puis à des galeries. Fait que j'avais pas beaucoup de personnes qui venaient sur les lieux pour acheter des pièces. J'en avais quelques-unes, mais j'étais pas ouverte au public. J'avais pas mon atelier de verre soufflé non plus, donc j'avais pas cette vitrine-là. J'avais peur un peu de plus personnellement de m'ennuyer de la ville, mais j'ai déménagé en plein milieu en plein début de pandémie. Donc, ça s'est vite résorbé, disons, cette peur-là. Puis, j'ai retrouvé un peu, moi, j'étais dans un lieu qui était à Montréal, qui était le Chat des artistes. Puis, il y avait vraiment une belle communauté. J'avais peur de perdre ma communauté un peu de différents artisans dans le même lieu. Puis, en déménageant à Bedford, en ce moment, je suis au Bedford Loft. Puis, il y a beaucoup d'artisans qui sont intégrés. C'est comme si j'avais redéménagé dans comme un bâtiment plus industriel que le Chat des artistes, mais avec la même communauté. Fait que c'est assez extraordinaire. Puis, je dirais que depuis que j'ai ouvert ici, puis que j'ai ma fournaise, que j'avais pas avant, ça attire beaucoup plus de gens, puis j'ai beaucoup plus d'appels. Donc, je vais faire beaucoup plus de portes ouvertes en étant ici. Puis, je vais avoir peut-être plus de contacts directs avec les gens en étant ici que j'en avais à Montréal. Puis est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir encore le sentiment que tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain? Est-ce que c'est quelque chose que tu es arrivé à t'émanciper de ça et tu penses plus à ça, que ça pourrait tout s'arrêter? Ou tu vis encore avec cette crainte par moment de te dire, ça se pourrait qu'un jour, ça marche plus? J'ai toujours un petit peu cette crainte-là de dire les gens n'achèteront plus, je vais pas pouvoir rembourser les prêts. C'est comme un peu ça la peur. Puis je dirais qu'avec la pandémie, au début, c'est devenu comme assez angoissant. Heureusement, il y a eu de l'aide gouvernementale, mais aujourd'hui, j'ai moins ça justement parce que j'ai vécu plusieurs crises. Fait que on dirait que maintenant, je vois plus ça comme s'il allait avoir, il y a toujours une solution. Puis de voir aussi que les gens, ils s'accrochent même après comme des défis, même après, j'en ai eu plusieurs, même le fait d'avoir un enfant, aux États-Unis, ils n'ont pas de congé de maternité, les mamans, là. Donc, d'avoir réussi à poursuivre l'entreprise à travers un congé de maternité, à travers une pandémie, puis ça a été, ils ont été proches, là. Je venais juste de revenir de mon congé de maternité, là. Puis, j'ai réussi à faire rouler l'entreprise malgré ça, puis là, je me suis retrouvée tout de suite avec un autre défi en démarrage d'entreprise. Il y a tellement de choses qui se sont passées que c'est une petite crainte, mais j'essaie que ce ne soit pas ça qui prenne le dessus, là. Disons, ça reste toujours un petit peu en arrière parce qu'une crise économique, ça peut toujours arriver. Mais, comme je pense que j'ai un produit assez positif, donc même dans les moments les plus sombres, mettons, de la vie économique, mais je fais encore sourire des gens. Souvent, je vais être une de celles qui survit bien. C'est ça, dans le fond, qui me motive à continuer puis à pas juste dire j'ai trop peur de continuer parce que peut-être que je vais me planter. Vraiment, c'est croire en soi, là. Je pense que c'est ça aussi le secret des entrepreneurs, c'est de croire en soi, de croire que c'est possible. Ah oui, si on ne croit pas en soi, c'est sûr que là, c'est difficile de continuer. Qu'est-ce qu'on ne sait pas du métier de verrier qui serait intéressant à savoir? Bien, ce qui est intéressant du métier de verrier, intéressant, mais je dirais qu'il y a un côté que les gens ne voient pas, puis que c'est intéressant que les gens le sachent, c'est qu'à travers toutes nos journées de travail, il y a plus, souvent on nous demande, comme la question que tu as posée tantôt, combien ça prend de temps faire une pièce. Bien, faire une pièce, c'est pas juste faire la pièce, c'est que c'est tout ce qu'il y a autour. Une semaine de verrier, c'est pas nécessairement juste souffler du verre. C'est tout gérer l'entreprise. Tout ça qui est en arrière. C'est intéressant que les gens sachent que les verriers ont tout un travail en arrière qui est plus que la fabrication de la pièce. Je pense que c'est important de dire que je suis aussi comptable, que je suis aussi ressources humaines, que je fais de la finition, que je fais tout de A à Z. C'est sûr que là, j'ai de l'aide puis j'ai des employés, mais c'est quelqu'un de très versatile, un verrier. Ou sinon, qu'on se brûle plus souvent dans notre cuisine que dans notre atelier. Ça, c'est intéressant à savoir.
Oui, on a chaud comme tout le monde, mais on endure pas mal mieux la chaleur que beaucoup de gens. Puis les gens qui voudraient essayer, est-ce que tu offres tes cours? Moi, j'offre pas de cours. Il risque d'y avoir à l'automne des fois des événements où on va faire avec, entre autres, en m'installant au Bedford Loft, je suis à côté de la distillerie Comont, puis on va faire peut-être éventuellement fabriquer votre verre et venir déguster des alcools régionaux. Ah, c'est une belle option, ça. Fait qu'il va y avoir des petites activités comme ça. Ou sinon, pour faire une belle initiation, il y a Espace Vert qui est à Montréal, qui est sur la rue Mills, où là, c'est possible. Là, en ce moment, avec la pandémie, les cours ne sont pas encore revenus. Mais c'est une belle option parce que là, c'est une fin de semaine. Mais c'est vraiment, là, c'est une initiation complète. C'est 3 jours de verre soufflé. Puis là, ça permet vraiment d'essayer. Puis ça permet souvent à beaucoup de gens de comprendre que c'est vraiment pas facile. Est-ce qu'un enfant pourrait essayer? Il y a déjà une activité qui est boule de Noël aussi, qui est à Espace Vert. Moi, éventuellement, je vais peut-être le faire. Je ne sais pas encore. Mais ça va dépendre de comment ça va se dérouler dans l'année. Mais les enfants, ça leur permet de juste souffler dans la canne pendant que quelqu'un tient. Il y a ça. Et puis, il y a des cours d'initiation qui sont plus pour les enfants aussi à Espace Vert, mais c'est pas pour le verre soufflé. Là. C'est vraiment plus, ils font du chalumeau, ils vont faire des plus petites choses. C'est très dangereux pour un enfant. C'est plus ça. On peut pas leur demander de tenir la canne. Tu touches à un endroit, ça va être très chaud. Puis, tout est fait pour grandeur adulte aussi. Fait que ça, c'est plus difficile. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, est-ce que c'est juste le site web? Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'ils peuvent regarder? Bien, sur le site web, c'est sûr que s'inscrire à l'infolette, ça permet de savoir vraiment ce qui se passe. C'est les premiers endroits où je vais vraiment annoncer, exemple, une porte ouverte, une activité. C'est les premiers informés, c'est l'infolette. Ensuite, il y a Facebook, puis il y a mon Instagram aussi. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça a permis d'en apprendre un petit peu plus sur c'était quoi le métier de verrier, que c'est beaucoup de travail au final, puis qu'on voit vraiment pas tout le travail qui se passe. On voit la pointe de l'iceberg. Exactement, c'est vraiment ça, la pointe de l'iceberg. Puis je pense qu'on oublie souvent que les artistes, c'est des entrepreneurs. Il faut qu'ils gèrent tout. Oui, c'est important de A à Z. Exactement. Bien, merci beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Vous trouverez toutes les informations essentielles pour suivre sa carrière artistique dans la description du balado. Je m'appelle Maude Ravenel et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Mise à nu.